La frégate craque, se couche sur le sable et l'Atlantique avale les cris. Restez jusqu'au bout, car ce radeau va révéler jusqu'où des hommes civilisés peuvent tomber. Une corde se tend, puis disparaît dans l'écume, laissant 100 hommes derrière. Le premier secret apparaît déjà. Ceux qui partent en canot ne sont pas les plus faibles. Nous sommes au large de l'Afrique, sur le banc d'Arguin, le 2 juillet 1816. La Méduse transporte des colons, des soldats, des marins et l'avenir français au Sénégal. Mais l'homme qui commande ce navire porte déjà une faute invisible. Le capitaine s'appelle Hugues Duroy de Chaumareix, aristocrate revenu avec la monarchie. Il n'a pas commandé un grand bâtiment depuis de longues années. À bord, des officiers plus expérimentés voient la côte dangereusement proche. Les sondes annoncent moins d'eau, mais la frégate continue trop vite. Puis le fond remonte sous la coque, sans bruit d'abord. Et soudain, la Méduse s'arrête comme si la mer venait de la mordre. Ce choc ne tue presque personne, mais il condamne presque tout le monde. Pendant 3 jours, on tente d'alléger le navire et de le sauver. Des canons, des vivres, des bagages partent à la mer. Mais la coque reste prise et le vent commence à se lever. Alors une idée folle devient un plan officiel, construire un radeau. Il doit porter ceux que les canots ne peuvent pas prendre. Mais personne ne sait vraiment comment diriger une ville de bois sans gouvernail. Le 5 juillet, l'évacuation commence dans une chaleur écrasante. Les officiers, le gouverneur Schmaltz et sa famille montent dans les embarcations. Sur le radeau, on entasse surtout soldats, marins et passagers de moindre rang. Près de 150 personnes s'y serrent, debout dans l'eau jusqu'aux jambes. Les canots tirent le radeau, mais la charge les ralentit dangereusement. Très vite, les lignes se tendent, les rameurs s'épuisent, les chefs hésitent. Puis les cordes sont larguées et le radeau reste seul. Ce geste deviendra l'accusation centrale du scandale de la Méduse. Sur le radeau, la première nuit tombe sans voile, sans abri, presque sans espoir. Quelques barriques de vin et d'eau sont là, mais elles ne suffisent pas. La soif arrive avant la faim, et elle transforme chaque regard en menace. Au matin, la mer a déjà emporté des hommes endormis ou blessés. Ce n'est pourtant que le début, car la nuit suivante sera pire. Des soldats ivres, délirants, croient voir la côte et veulent couper les amarres. Une mutinerie éclate sur quelques planches perdues au milieu de l'Atlantique. Les officiers survivants frappent, repoussent, supplient, et le radeau devient champ de bataille. Au lever du jour, les survivants découvrent le vrai prix de cette nuit. Le nombre d'hommes debout a brutalement diminué. Savigny, chirurgien à bord, observe les corps avec une précision terrifiante. Avec Coréard, il donnera plus tard au monde le récit que l'État redoute. Mais sur l'eau, il n'y a encore ni livre, ni justice, seulement la faim. Les vivres disparaissent, et certains mâchent du cuir, du linge, du bois. Puis arrive le tabou que les survivants écriront pourtant noir sur blanc. Pour vivre, des hommes mangent les morts. La civilisation ne s'effondre pas d'un coup, elle cède par morceaux. Chaque matin, les plus faibles sont moins nombreux et les vivants parlent moins. À un moment, les survivants rejettent même les blessés mourants à la mer. Ce choix entra les témoins plus sûrement que la tempête. Pendant ce temps, les canots ont atteint la côte africaine après d'autres souffrances. La question devient monstrueuse. Quelqu'un cherche-t-il encore le radeau? Le 13e jour, une voile apparaît, minuscule, presque impossible. C'est l'Argus, un brick de l'expédition, revenu chercher des restes de cargaison. Les hommes agitent des chiffons, crient sans voix et voient le navire s'éloigner. Pendant un instant, le salut passe devant eux comme un mirage. Puis l'Argus vire, revient et l'enfer prend fin. 15 survivants sont retrouvés sur le radeau. Plusieurs meurent encore après le sauvetage, trop brisés pour revenir vraiment. Quand l'affaire atteint la France, le naufrage devient une bombe politique. Le capitaine Chaumareix passe en conseil de guerre à Rochefort. Il est condamné, mais la colère publique vise plus haut que lui. Car la Méduse révèle un système où le rang a parfois pesé plus que la compétence. À Paris, un jeune peintre comprend que cette horreur peut accuser tout un régime. Théodore Géricault
rencontre des survivants et étudie les corps pour peindre la vérité. Son tableau ne montre pas le naufrage, mais l'instant exact où l'espoir revient. Le radeau devient alors plus qu'un fait divers, une plaie nationale exposée au salon. Et derrière les gestes héroïques du tableau, il reste la vraie question. Qui avait le droit de monter dans les canaux et qui devait flotter vers la mort? C'est pour cela que le radeau de la Méduse nous fixe encore aujourd'hui. 13 jours en mer ont suffi pour arracher le masque d'une époque.